Nous irons ce soir en Guinée-Conakry avec la destitution du président de la Cour constitutionnelle sur fond de polémique. On va évoquer aussi ces propos de Matteo Salvini qui prend les migrants pour des esclaves. Nous parlerons de la République démocratique du Congo où 2 journalistes de la télévision d'État ont été licenciés pour accointance avec l'opposition. Et puis le Togo, est-ce que la coalition va prendre le train de la CENI en marche? Ce sera la question que je poserai à mes 3 invités autour de moi. Messan Fioclo Adanglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir, Messan. Bonsoir Samuel, bonsoir au pasteur Edo Komi. Bonsoir encore. Maurice. Bon, bonsoir aux téléspectateurs. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir aux doyens et bonsoir à mon confrère. Bonsoir aux téléspectateurs. Maurice Donkovi, activiste panafricain. Bonsoir, Maurice. Bonsoir Samuel, bonsoir à ceux qui nous suivent. Bonsoir à mon aîné, bonsoir au pasteur. Merci. Et moi aussi, je salue tous ceux qui nous suivent, surtout depuis l'intérieur du pays, à Sotoboa particulièrement. On va en Guinée pour débuter. Quelques 200 personnes ont manifesté mercredi à Conakry leur soutien au président de la Cour constitutionnelle guinéenne, Kéléfa Sall, désavoué par les autres magistrats de cette instance et notoirement en froid avec le chef de l'État, Alpha Condé. Monsieur Condé, dont le second mandat s'achève en 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats en Afrique, alors que lors de sa prestation de serment en décembre 2015, Monsieur Sall l'avait mis en garde contre la tentation de toucher à la Constitution. Et ce qui crée la polémique, c'est que normalement, le président de la Cour constitutionnelle en Guinée-Conakry est élu pour un mandat de 9 ans et ne devrait pas être destitué. Mais ceux qui le destituent aujourd'hui se basent sur l'article 7 du règlement intérieur de cette Cour constitutionnelle. Pasteur Edo, qu'est-ce que ça vous semble, cette affaire? Est-ce que c'est parce qu'il a dit au président de se garder du virus du révisionnisme qu'il subit cela? Samuel, ça ne m'étonne pas. Vous savez, la plupart des pays africains sont affectés par ce virus de s'éterniser au pouvoir. Mais ce qui peut m'étonner, c'est si ça vient de la part d'Alpha Condé. Il a été un opposant et il a souffert sous le président. Comment il s'appelle Lassana Conté. Il a souffert. Et ça relance la problématique des gens qui aujourd'hui contestent le pouvoir. Dès qu'ils arrivent, ils deviennent des tyrans. Donc c'est ce que je constate de la part d'Alpha Condé, qui, heureusement ou bien malheureusement, est l'un des facilitateurs dans la crise togolaise. Et dans ça, on relance aussi le débat, parce que chez lui, l'instabilité, on est en train de sentir l'instabilité à chaque moment, chaque semaine, chaque mois, le pays est en proie à des manifestations, des soubresauts politiques. Donc, ça ne le met pas de manière saine à jouer le rôle qui, en principe, qui doit jouer, qui doit assumer dans un autre pays qui est aussi en crise, qui est le nôtre. Ça veut dire que clairement il y a sa main dans cette affaire? Oui, naturellement, parce que on se rappelle que le président de la Cour constitutionnelle l'avait déjà mis en garde par rapport au virus de s'éterniser au pouvoir, bien de réviser la Constitution pour un 3e mandat. Bon, donc je crois que ça ne peut pas l'étonner. Sinon, en principe, il aurait pu intervenir dans ce dossier pour ramener les collègues du président de la Cour constitutionnelle à l'ordre. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il se serait passé par là. Même si on lui prête une intention, il ne faut pas l'exclure. Ça peut aussi être, il faut tenir compte de ça. Donc, c'est dommage qu'en Afrique, nous sommes habitués à des scènes honteuses qui nous mettent toujours, chaque jour que Dieu fait, qui nous met toujours dans cette position-là d'un continent qui ne veut pas apprendre, ou bien qui n'est même pas encore prêt pour décoller. On ne sait pas quand est-ce qu'on va décoller. Horus, est-ce qu'il faut forcément voir la main d'Alpha Condé dans ce dossier, puisque ce qu'on reproche au président de la Cour constitutionnelle, c'est une gestion opaque de l'institution? Alors, j'ai pas la sensation que Alpha Condé ait réagi justement depuis que l'on ait évincé le président de la Cour constitutionnelle, donc qui ne dit rien consent d'une certaine manière. Et quand on sait qu'effectivement que ce monsieur l'avait mis en garde contre une tentative de se représenter, oui, on a en droit de se poser
la question de pourquoi il y a toutes ces tribulations. Maintenant, ce qui m'amuse avec ce qu'Alpha Condé dit au niveau des mandats, quand il parle de la question de la limitation de mandats en Afrique, alors je pense qu'il y a un petit jeu intellectuel qui se fait. C'est vrai que quand on prend l'Asie du Sud-Est, on prend Taïwan, on prend la Corée du Sud, on prend même la Chine, effectivement, oui, il y a eu des États totalitaires, mais il y a eu des États totalitaires avec un programme, avec une vision, avec un objectif. Et ça a amené à un développement splendide de ces États. Et après, mis à part la Chine, après, quand on voit le cas de la Corée du Sud et le cas de Taïwan, on est rentré dans un processus démocratique. Alors, il faut éviter les calques. L'Afrique a connu une période autoritaire, une période dictatoriale. De plomb. Et cette période n'a rien montré de concluant au niveau des populations. D'où les populations africaines sont réfractaires à ce type d'image. Les populations africaines veulent se donner le loisir de pouvoir miser sur des institutions fortes et de pouvoir choisir les personnes qui vont les diriger. Et je pense que Alpha Condé gagnerait, ne serait-ce que par respect pour l'image qu'il a pu incarner pendant un certain nombre d'années, il gagnerait à conforter ses électeurs et la population guinéenne dans le processus démocratique que la Guinée amorce. Ces deux mandats ont été truffés de beaucoup de choses qui ont déçu énormément d'observateurs, parce que on ne se serait pas attendu à ce que l'illustre professeur Alpha Condé, qui a été arrêté, qui a connu les geôles, qui a même, je pense, connu la torture, se comporte un peu comme il le fait, ou prenne le cheminement en termes d'investissement et en termes de réflexion qu'il prend. Mais bon, je pense que son plus gros défi, ça va être à 2020, ça va être le fait d'avoir peut-être la violence, même si ce n'est pas l'exemple exact, d'avoir la violence d'un Désiré Kabila, disons d'un Kabila, qui dit je ne me représente pas, je respecte la Constitution et je laisse la place à de nouveaux hommes. Alors, en s'en prenant au président de la Cour constitutionnelle, est-ce que vous pensez que Alpha Condé veut se débarrasser un peu de celui-là qui peut faire obstacle à son peut-être éventuelle envie de se représenter? Samuel, si je veux faire un rappel des pays francophones, les présidents des cours constitutionnels souvent sont des amis des présidents. Mais dans le contexte actuel en Guinée, le monsieur, lors de la prestation de serment Alpha Condé, il lui a bien dit: n'essayez pas de tordre le cou à la Constitution. Une manière de dire, si vous le faites, on ne vous cautionnera pas. Voilà. Naturellement. C'est ce qui s'est passé effectivement avec le gars du Bénin aussi, et il a mené son ami avocat à la place, Oudjog Benou. Aujourd'hui, je peux dire que les pays africains, francophones, et surtout leur peuple, ne veulent plus de fortune, ne veulent plus de prépayés. Ils veulent des dirigeants qu'eux-mêmes ils ont choisis. Moi, je pense qu'Alpha Condé aurait dû négocier savamment avec son président de la Cour constitutionnelle, et le spectacle qu'ils ont offert là serait évité. Ce n'est pas bon pour la Guinée. Ce pays qui a souffert de 58 à 2012 ne devait plus revenir en arrière. Nous avons eu Sékou Touré, nous avons eu le régime militaire de Lansana Conté, nous avons eu la transition de Dadis Camara et de Sékou Konaté, tout ça. Aujourd'hui, c'est inconcevable qu'un ancien opposant qui a été maltraité comme cela se doit. Lors de l'élection dernière, le Guinéen Diallo, il a fallu combien de mois avant qu'on le fasse le deuxième tour? Parce qu'au premier tour, l'écart était astronomique, important, mais au deuxième tour, il a gagné. Ce qui veut dire que, d'après les informations à ma possession, lui, il est Peul, les Peuls ont le monopole de l'économie, et on ne peut plus prendre un Peul comme président de la République, et les choses ont été faites comme cela s'est montré. Mais aujourd'hui, Alpha Condé doit se chercher et faire revenir la calmie dans son pays. Le poste présidentiel, c'est pour tout le monde.
Il a souffert dans l'opposition. Il était en exil. Il est revenu au pays. Il faut que chaque fois grève dans tel domaine, il faut qu'il remette le pays avec son rang de professeur. Il faut que cette image-là lui colle à la peau. Et dans l'histoire de la Guinée. Pasteur Edo, de toute façon, est-ce qu'on ne sait pas aussi de cacher un peu, je ne sais pas, éventuellement, s'il y avait une gestion opaque, peu orthodoxe du président de la Cour constitutionnelle et que ses collègues désavouent, ça peut aussi expliquer? Oui, mais parce que, oui, ça, on peut aussi l'expliquer. Mais là, le bémol, c'est que le président de la Cour constitutionnelle avait déjà mis en garde. Ça, il faut pas occulter cet aspect de la chose. Cet aspect aussi est très important. C'est vrai. Même si le règlement intérieur, si au niveau du règlement intérieur, c'est le seul aspect vous savez, qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. En Afrique, surtout dans les pays francophones, on vous colle. Que ce soit l'escroquerie internationale par ici, que ce soit ceci par là, vous savez, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Mais la plupart des temps, c'est qu'on va chercher ce qui vous convient. On vous habille dans les pays anglophones. Et quand vous êtes gênant, quand vous êtes gênant, je sais. On vous voit faire, on vous laisse, et on sait comment venu. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. On n'est pas aujourd'hui. On n'apprend pas à un vieux sage comment faire les grimaces. Nous savons ce que nous disons aujourd'hui dans ce pays. Vous avez été de la maison. Non, pas de la maison. Non, il n'y a aucune maison. Tu as une maison? Non, je ne connais aucune maison. Tout ce que je sais, c'est que ce qui se passe, il ne faut pas aller chercher loin. La main. La même magistrale, vous comprenez, la même magistrale d'Alpha Condé, mais c'est pas comme le doyen l'a dit tout à l'heure, c'est un professeur qui doit mettre en pratique son savoir et faire de ce pays, sortir ce pays des années de plomb, comme on l'a dit, des années de plomb. Il ne suffit pas d'avoir été ou d'être grand intellectuel. Oui, mais aussi, il y a ça aussi, parce que la preuve, les preuves sont les gens. Les gens n'ont pas fait grandes études, mais aujourd'hui... On a eu les Lula de Silva au Brésil. Ils ont été des grands chefs d'État, des chefs remarquables, qui sont restés dans l'histoire de leur pays. Donc, j'avoue quand même que la Guinée, sous Alpha Condé, n'a pas été aussi extraordinaire comme ses prédécesseurs. Bon, seulement, on sent qu'il y a un espace démocratique. Il y a un espace démocratique où les gens s'expriment, les médias, mais quand même, je crois quand même que cette tentative de se présenter, d'avoir un troisième mandat, l'envie toujours, on sent toujours l'envie au niveau d'Alpha Condé, et ça ne lui colle pas, ça ne lui convient pas, et surtout quand il parle des mandats, c'est vrai, comme Russe l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que les pays totalitaires, que ce soit les pays asiatiques, sont passés par là. La Chine est là, qui est un grand pays de développement. La différence, c'est qu'eux, ils sont passés par là. On a eu des gens qui ont impulsé le dynamique. Ouais, nous, en Afrique, comme il a dit, en Afrique, tout ce que nous avons connu par le passé, presque 50 ans, c'est dans tous les pays, presque les pays africains, et surtout francophones, ça n'a servi à grand-chose. C'est à partir de 90 que les choses, lors de le vent de l'Est, que l'Afrique a commencé par s'ouvrir démocratiquement. Bon, donc, quand vous prenez aujourd'hui le Rwanda, comme il a dit, est en train de passer par cette forme totalitaire de gestion. Et ça marche. Et ça marche. Mais attention, parce que, avec l'épée de Damoclès, surtout avec l'opposition, avec cette dame-là qui ne veut pas Victoire Ingabire, qui ne veut pas lui laisser la chance. Donc, je crois quand même que Alpha Condé doit se ressaisir et remettre ce pays-là dans une vraie dimension démocratique. Parce que en 2020, il faut qu'il quitte le plancher. Samuel, quand on parle de l'opacité dans une cour ou bien la cour constitutionnelle, comment est-ce que ça tu comprends le problème? Opacité de gestion dans la cour, au niveau de la cour constitutionnelle. Bon, ce n'est pas du français facile. Ce n'est pas du français facile. C'est un français fort, des français académiciens. Et mon petit frère, Pasteur Ledo vient de dire tout à l'heure que quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Moi, je pense que la situation en Guinée est très, très, très délicate aujourd'hui, en ce sens que les intérêts étrangers y sont nombreux. Et Alpha Condé incarne faire le jeu,
la personne qui puisse les sauvegarder. Comme le président Idriss Déby du Tchad a dit, moi j'étais dans mon bureau, ils sont venus me voir, et ils ont modifié, on a fait l'action à mon insu et je suis président. Un cas comme ça. Ce qui veut dire que quand les intérêts parlent, le peuple, ou bien la population n'a rien à dire. Mais il n'est pas encore tard. Quand on dit qu'il y a problème dans une cour constitutionnelle, c'est l'image du pays qui est en jeu. Il y a les avocats qui sont dedans, les magistrats, ils ont prêté serment pour. Pourquoi la politique va les diviser? Alors que diriger, c'est l'intérêt supérieur de la nation, y compris toute la population, sans distinction de race et de religion. Oris, est-ce qu'on ne fait pas aussi trop de procès d'intention à Alpha Condé? C'est vrai qu'il a dit que lui, pour lui, sa préférence, c'est qu'il n'y ait pas de limitation du nombre de mandats, mais il n'a pas dit que je vais sauter ce verrou. Bon, on attend voir. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'histoire de cette Cour constitutionnelle, c'est qu'on accuse le président de gestion opaque. C'est étonnant. On aurait pu justifier un peu ce qu'on met dans opacité. C'est étonnant. C'est-à-dire, pour des gens qui ont la chance de pouvoir couler un tel homme, ils auraient pu lister les manquements qu'il a fait. Ils ne l'ont pas fait. Donc ça reste un fourre-tout très très flou. Maintenant, en ce qui concerne Alpha Condé, on ne peut s'empêcher de se dire que le fait qu'on ait renvoyé le président de la Cour conditionnelle, ça lui laisse quelque part le moyen de mettre un homme à sa place. Et forcément, s'il met un homme à sa place, cela peut l'arranger pour les élections. Ne serait-ce que pour qu'on appelle, disons, tout ce qui va constituer à l'élection, même les proclamations des élections, des questions qui sont très sensibles. Je trouvais intéressant aussi la question de l'intellectuel qui arrive au pouvoir. Je pense que souvent en Afrique, on a cet amalgame. On fait un amalgame entre l'instruction, c'est-à-dire la formation de l'homme, et sa réelle capacité à avoir une vision, son leadership pour son État, avoir une vision. Les États dont j'ai cité l'exemple sont des États qui ont eu effectivement des gens assez durs au pouvoir, mais des gens qui avaient une optique. Comme par exemple Mao qui va faire son livre rouge, je pense Kadhafi qui va faire un moment son livre vert. Des gens qui ont eu une optique. Et dans cette optique, on le voit avec Kagame d'ailleurs. Et Adema aussi avait un livre. Le blanc ou bleu aussi pour moi. Donc il y a cette première question, c'est-à-dire quelle est l'optique du personnage. C'est pour ça que les gens s'attachent au programme. Maintenant, secondo, il faut faire attention aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient promettre qu'il va développer un pays qu'il est de facto la pièce qu'il faut mettre, parce que son développement du pays, comment est-ce qu'il envisage? Souvent, je donne un exemple, je dis, est-ce que, par exemple, je ne sais pas, pour le développement du Togo, on se dit que dans 20 ans, on va avoir, je ne sais pas, une cinquantaine de milliardaires qui vont avoir des entreprises qui sont propres à s'installer dans les autres pays, des multinationales, ou bien on se dit que on va installer des multinationales au Togo qui vont embaucher la plupart des gens et les payer au SMIC. Dans les deux cas, c'est de l'emploi. Dans les deux cas, c'est des sociétés. Dans les deux cas, c'est la richesse. Mais ce n'est pas la même vision. Donc, c'est important dans nos institutions, même pour revenir au cas de la Guinée, qu'on laisse à un moment les intellectuels, ces personnes maîtresses, faire leur travail. Ce qui est mauvais dans la Guinée, c'est que le professeur Alpha Condé, même s'il peut avoir, parce que il faut quand même avoir la franchise intellectuelle de le reconnaître. Tous ceux qui sont gouvernants ont quand même des liens, on va dire, mystiques qui les lient à un certain groupe de pression. Il faut qu'ils puissent contribuer à ce qui est l'instauration d'institutions fortes, indépendantes, où des hommes qui ont été formés pour ça puissent faire réellement leur travail. On marque la pause très courte et on revient juste après.